Ce qui est en train de se passer, c'est un basculement subtil, mais extrêmement lourd de conséquences. Jusqu'ici, Donald Trump utilisait un langage stratégique classique, des phrases calibrées, des menaces implicites, rien qui dépasse vraiment le cadre diplomatique. Mais là, on a changé de registre. Il ne s'agit plus simplement de dire « toutes les options sont sur la table ». Cette phrase, on l'entend depuis des années. Elle est presque devenue un code standard. Non. Ce qui interpelle aujourd'hui, c'est la manière dont il banalise l'idée même de frappe. Il en parle comme d'une option concrète, presque normale, presque inévitable si certaines lignes rouges sont franchies. Et ça, dans la communication politique, c'est une étape clé, parce que les mots ne sont jamais choisis au hasard. Quand un dirigeant commence à parler ouvertement d'action militaire, ce n'est pas pour provoquer un effet de manche, c'est pour préparer le terrain. Préparer l'opinion publique américaine qui doit accepter l'idée d'une intervention. Préparer les alliés qui doivent s'aligner ou au moins ne pas s'y opposer frontalement. Et surtout, tester la réaction de l'adversaire. Du côté de l'Iran, chaque mot est scruté, analysé, décortiqué. Parce que dans ce genre de confrontation, la perception est presque aussi importante que l'action elle-même. Si Téhéran perçoit ces déclarations comme un bluff, la tension continue de monter. Mais si le message est pris au sérieux, alors on entre dans une dynamique beaucoup plus instable. Et il y a un autre élément, encore plus stratégique. En parlant ouvertement, Trump change le cadre du débat. Il ne s'agit plus de savoir s'il faut éviter un conflit, mais plutôt dans quelles conditions il deviendrait légitime. Et ça, c'est un glissement extrêmement dangereux. Parce qu'une fois que cette idée s'installe dans l'opinion, revenir en arrière devient politiquement coûteux. En clair, le discours n'est plus là pour calmer la situation. Il est là pour rendre une action militaire acceptable. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans la dissuasion pure. On est déjà dans la préparation mentale d'un possible passage à l'acte. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi ce durcissement soudain du discours de Donald Trump alors que la situation est tendue depuis des années ? En réalité, plusieurs dynamiques se superposent et c'est leur combinaison qui rend ce moment particulièrement explosif. D'abord, il y a le contexte régional. L'influence de l'Iran ne passe pas uniquement par son territoire. Elle s'exerce à travers des réseaux, des groupes alliés, des zones d'influence indirectes. Et ces dernières semaines, les signaux se sont accumulés. Des tensions qui montent dans plusieurs points stratégiques du Moyen-Orient. Des incidents, parfois mineurs en apparence, mais qui, mis bout à bout, dessinent une montée en pression. Pour Washington, ce n'est pas anodin. Parce que laisser passer ces signaux, c'est risquer d'envoyer un message de faiblesse. Et dans ce type de rapport de force, la faiblesse perçue est souvent plus dangereuse que la confrontation elle-même. Ensuite, il y a la dimension politique intérieure. Trump fonctionne avec une logique très claire. Montrer de la fermeté, afficher une posture de leader imprévisible, capable d'aller plus loin que les autres. Sur le plan électoral, ça parle à une partie de l'opinion. Mais au-delà de la politique, il y a une question centrale, la crédibilité. Dans les relations internationales, une menace qui n'est jamais suivie d'effet finit par perdre toute sa valeur. Et c'est exactement le piège. Si vous annoncez des lignes rouges, mais que personne ne croit que vous allez les faire respecter, alors vous perdez votre levier principal. Donc à un moment donné, il faut réajuster, rendre la menace crédible, rendre l'intention tangible. Et c'est ce que Trump est en train de faire. Mais il y a un troisième facteur, souvent moins visible et pourtant décisif. C'est la dynamique d'escalade. Chaque camp observe l'autre, interprète ses mouvements et ajuste sa posture en conséquence. Le problème, c'est que cette mécanique est cumulative. Une déclaration entraîne une réponse entraîne un durcissement, et petit à petit, les marges de manœuvre disparaissent. On ne décide plus vraiment d'entrer dans une confrontation, on y glisse. Et aujourd'hui, tout indique qu'on est précisément dans cette phase. Une phase où personne ne veut officiellement déclencher le conflit, mais où chaque acteur agit comme s'il devait s'y préparer. Et c'est ça, le vrai danger. Parce que dans ce genre de situation, le timing ne dépend plus d'un seul homme. Il dépend d'un enchaînement, d'un incident, d'une mauvaise interprétation. Et à partir de là, tout peut basculer très vite. C'est ici que la situation devient réellement critique. Parce que dans ce type de confrontation, le danger ne réside pas dans la première frappe. Le vrai danger, c'est tout ce qui vient après. Imaginons un instant, une frappe ciblée est lancée contre des positions liées à Iran. Sur le plan militaire, l'opération peut être précise, limitée, maîtrisée. Mais politiquement,
c'est une toute autre histoire. Pour Téhéran, ne pas répondre est quasiment impossible, pas seulement pour des raisons militaires, mais pour des raisons de crédibilité interne et externe. Un État qui encaisse sans réagir envoie un signal de faiblesse. Et dans une région où l'équilibre repose justement sur la perception de la puissance, c'est inacceptable. Donc une riposte devient inévitable. Et c'est là que la mécanique s'enclenche. Pas forcément une guerre totale dès le départ, mais des réponses calibrées, des frappes indirectes, des actions via des alliés, des pressions sur des points stratégiques. Et très vite, plusieurs acteurs peuvent se retrouver impliqués. Des pays voisins, pris dans l'engrenage, des alliances activées, des intérêts économiques menacés. On parle notamment de routes maritimes essentielles, de zones énergétiques critiques, de points de passage qui conditionnent une partie de l'économie mondiale. Et à partir de là, le conflit change de nature. Ce n'est plus une confrontation bilatérale, c'est une crise régionale, avec des répercussions globales. Même les grandes puissances qui ne sont pas directement impliquées ne peuvent pas rester complètement à l'écart, parce que leurs intérêts sont en jeu, parce que leurs alliances sont testées, parce que leur position sur l'échiquier international est observée. Et il y a un autre facteur, encore plus imprévisible, le facteur accident. Dans ce type de tension extrême, une erreur peut suffire, une mauvaise identification de cible, un tir mal interprété, une escalade involontaire. Et soudain, ce qui devait rester limité ne l'est plus du tout. C'est exactement ce que redoutent les stratèges. Parce qu'une fois que plusieurs lignes rouges sont franchies, revenir en arrière devient extrêmement difficile. Les dirigeants sont pris dans leurs propres discours, dans leurs propres engagements, dans la pression de ne pas perdre la face. Et à ce moment-là, la logique n'est plus forcément rationnelle. Elle devient émotionnelle, politique, symbolique. Et c'est précisément dans ces moments-là que les conflits prennent une ampleur qu'aucun acteur n'avait réellement prévue au départ. Officiellement, tout reste encore sous contrôle. Les discours parlent de dissuasion, de stabilité, de volonté d'éviter un conflit ouvert. Mais en réalité, le langage utilisé aujourd'hui raconte une toute autre histoire. Parce que ce qu'on observe, ce n'est pas une simple montée de tension, c'est un changement de phase. Les mots employés par Donald Trump ne sont plus défensifs. Il ne cherche plus seulement à contenir, il commence à légitimer. Légitimer l'idée qu'une action militaire pourrait devenir nécessaire. Légitimer l'idée qu'elle serait compréhensible, presque acceptable. Et ça, c'est un point de bascule majeur. Parce que dans toute crise internationale, il y a un moment où le débat change de nature. On ne parle plus de comment éviter le conflit. On parle de dans quelles conditions il serait justifié. Et aujourd'hui, on est exactement là. Ce glissement est discret, mais il est fondamental. Il prépare les opinions publiques, il prépare les institutions, il prépare les alliances. Et surtout, il réduit progressivement l'espace du compromis. Car plus une option militaire devient acceptable dans le discours, plus il devient difficile, politiquement, de ne pas y recourir si la pression continue. Du côté de l'Iran, cette évolution est tout aussi stratégique. Parce que Téhéran observe la même chose. Et dans ce type de confrontation, chaque camp anticipe le prochain mouvement de l'autre. Si l'Iran estime que le seuil d'intervention est proche, alors il peut décider d'agir avant, de montrer sa capacité de nuisance. Ou au contraire, de durcir encore sa posture. Et c'est là que le risque atteint son maximum. Parce qu'on entre dans une zone grise, une zone où rien n'est officiellement déclenché, mais où tout est déjà en train de se mettre en place. Les préparatifs, les positionnements, les discours, tout converge vers un même point, le seuil psychologique. Et une fois ce seuil franchi, l'engrenage devient extrêmement difficile à stopper. Ce que personne ne dit clairement, c'est que dans ce type de situation, le passage à l'acte n'est souvent plus une décision isolée, c'est l'aboutissement logique d'une série de signaux, de postures, de calculs. Et aujourd'hui, tous ces signaux sont alignés. La question n'est donc plus simplement de savoir si une frappe est envisageable. La vraie question, c'est de savoir quel sera l'élément déclencheur, un incident, une provocation, ou simplement une décision déjà prête, qui n'attend plus que le bon moment pour être exécutée. Et à partir de là, une chose est certaine. Quand le discours public commence à normaliser l'idée de frappe, c'est que, dans l'ombre, le scénario est déjà prêt.
Et à ce stade, l'histoire ne ralentit plus, elle accélère.